Évidemment, on se devait sur Boursorama de revenir sur cette conférence de presse fleuve de Carlos Ghosn hier à Beyrouth, en conférence en forme de règlement de compte. Parce qu'en gros, c'est que... Bonjour Laurent. Belle pièce de théâtre. Hein. C'est vrai. Hein. Ah ouais, il est innocent de tout, il nous dit, mais il explique aussi, c'est intéressant, sa chute et la façon dont il voit l'avenir de cette fusion entre, qui est son œuvre, cette alliance entre Renault et Nissan. Qui est son œuvre qui avait quand même été amorcé par son prédécesseur Michel Hein. Même si voilà, il l'a mis en œuvre opérationnellement, mais c'est vrai qu'il s'attribue dans cette conférence, c'était drôle parce qu'il s'attribue un peu toutes les qualités, tous les mérites. Mais bon, voyons, on verra. Et retour au combat. Hein. Le premier constat avant de rentrer en dur cette conférence de presse, c'est que depuis l'affaire Carlos Ghosn, ça nous ramène en novembre 2018. Pour Renault en bourse, mon Dieu. Ça va mal. Alors on va pas effectivement, on va pas parler nous du volet, on va pas parler des choses qui lui sont reprochées. C'est pas effectivement Parlez-moi de la malle dans laquelle il était quand il a pris l'avion. On va pas parler de la malle, on va pas parler de différents chefs d'accusation. Vous pouvez revoir la conférence de presse, il y a le passage sur Versailles est extraordinaire. Enfin, je dis, on est vraiment dans une pièce de théâtre. On s'est concentré nous sur l'aspect effectivement industriel, économique, boursier sur Renault. Effectivement, boursièrement, ça va pas terrible. Il l'a abordé, hein, Carlos Ghosn. Il disait, écoutez, moi, quand j'étais à la tête de Nissan, de Renault, j'avais de la croissance, j'avais des profits, j'avais une progression boursière. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, depuis que je suis parti, enfin, depuis que j'ai eu ces ennuis judiciaires? Eh bien, effectivement, la capitalisation boursière de Renault, elle a perdu quasiment un tiers. On est passé à peu près 18,8 milliards à 12,4 milliards. On a un cours de bourse sur un an glissant qui a reculé. J'ai arrêté les cours hier soir, qui a reculé de 24%. C'est la pire performance du CAC 40. Dans le même temps, Peugeot, qui n'est plus au CAC 40, mais progresse de 5,8%. Et il faisait la démonstration, il disait, regardez, quand je regarde effectivement l'évolution des différents constructeurs, ça monte en moyenne de 12%, nous disait Carlos Ghosn, sauf 3 groupes. Renault, Nissan et Mitsubishi, et effectivement, ça s'est démontré. Donc, c'est vrai que boursièrement, c'est difficile pour la marque aux losanges. Bon, on l'a dit, hein, il réfute les faits qui lui sont reprochés, opposés. Comment lui, il explique, Carlos Ghosn, cette affaire qui lui a coûté sa place à la tête de l'Alliance? Il y a deux choses qui ne vont pas vous surprendre, David. Il y a d'abord il ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment ce qui transpire, l'incompétence, hein, on pourrait dire, de Hiroto Saikawa, donc qui lui a succédé à la tête de Nissan, puisqu'il nous a expliqué, en gros, en long et large et à travers, qu'après 17 ans passés à la tête de Nissan, il devait se concentrer sur Mitsubishi, puisqu'il a également intégré le deuxième constructeur japonais. Et qui donc, il confie les rênes de Nissan à Hiroto Saikawa, et que là, et c'est vrai, enfin, est-ce que comment dire, la faute en revient uniquement à ce dirigeant-là? Ça, on pourrait en discuter. Mais à partir de 2016, ça devient beaucoup plus difficile pour Nissan. Les résultats commencent à baisser. Et il explique, voilà, moi je rends une entreprise profitable à Hiroto Saikawa et les résultats vont moins bien. Donc du coup, il y a de la nervosité, comprendre presque entre les lignes que finalement, pour masquer son incompétence, ou peut-être parce que voilà, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, il y avait cette volonté du coup de faire tomber Carlos Ghosn. Ça, c'est le premier élément qu'il aborde. Et le deuxième, c'est retour à cet épisode de 2014. Souvenez-vous, Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie. Et on a cette magnifique loi Florange qui va donner ou qui doit donner aux actionnaires de long terme les droits de vote. Alors, à l'époque, on va revenir un peu dans les participations croisées. Hein. On sait que Renault a 43% dans Nissan. Nissan a 15% dans Renault, mais aucun droit de vote associé. Donc déjà, il y a de quoi grincer des dents pour les Japonais. Et Emmanuel Macron arrive en disant, finalement, puisqu'on est actionnaire de long terme de Renault, nous, on va avoir des droits de vote doubles. On va même renforcer notre participation avec un espèce de raid éclair pour être sûr de pouvoir faire passer ce changement. Ça a énormément, selon lui, frustré les Japonais. Il y a eu beaucoup de méfiance, ce qui est sans doute d'ailleurs vrai. Hein, on peut comprendre que ça a été mal vécu. Et qu'à partir de là, ils se sont dit, finalement, pour se débarrasser de l'influence de Renault dans Nissan, il faut se débarrasser de Carlos Ghosn. Lui, il explique que sa plus grosse erreur, là c'est pareil, il explique qu'il était prêt à se désengager, à quitter Renault à partir de juin 2018, mais qu'il a accepté, qu'on lui a demandé de rester, de renouveler son mandat pour aller plus loin dans l'intégration de Nissan, pour essayer de la rendre indétricotable, et que c'est en partie ce qui a précipité sa chute. Et sur cette fusion justement Renault-Nissan, c'est quoi son avis là-dessus? Alors finalement, il explique qu'il n'y croyait pas forcément, pas lui-même, à un projet de fusion. Il dit que ça aurait été impossible à manager, mais bon, qu'il était quand même... ce qui est assez contradictoire avec le fait qu'il ait accepté de se réengager finalement pour un nouveau mandat, tout en expliquant qu'il n'était pas forcément convaincu par une fusion. Et sa vision de l'Alliance aujourd'hui? Alors là, ça dézingue à tous les râteliers.
Non, sa vision de l'Alliance, c'est pour lui... Là aussi, il était très clair. Il dit, écoutez, moi, l'Alliance, c'était pour dégager des profits, de la croissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de profits, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de décisions stratégiques. De facto, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé en 2019. On a beaucoup pensé les plaies, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a besoin de renforcer l'Alliance sur le partage de plateformes communes, de centrales d'achat. Il n'y a pas eu grand-chose annoncé dans ce domaine. Il explique, voilà, une page, on a voulu tourner la page Carlos Ghosn, ça y est, on l'a fait. Et il dit... il n'y a plus d'alliance, plus de stratégie d'innovation, plus de croissance. L'alliance n'ira nulle part. Je crois qu'il avait dit « it's not going anywhere ». Donc c'est assez, c'est assez clair comme jugement. Et il est revenu sur une idée assez intéressante de dire qu'en fait, on était désormais maintenant sur un fonctionnement très consensuel et que c'était compliqué puisque sa personnalité faisait que pour avoir des décisions véritablement stratégiques, structurantes, il fallait la prendre à bras-le-corps, entre guillemets, imposer ses choix, ce qui sera effectivement, ça pour le coup, beaucoup plus difficile maintenant. Ouais, il a raison, Carlos Ghosn, ou pas, de penser que l'Alliance ne lui survivra pas, qu'elle va s'effondrer sans lui. Bon, on sait qu'il a le melon, quoi. Il a un gros ego. Ouais. Et puis, cette bonne guerre, cette prophétie comme ça apocalyptique. Alors, est-ce qu'elle va s'effondrer ? Là, je pense qu'effectivement, c'est un peu le prophet of doom en train de dire « après moi le chaos ». Je ne pense pas qu'elle va s'effondrer. Est-ce qu'elle va aller aussi loin qu'elle le devrait et donner toutes ses promesses ? On a vu qu'à partir d'un certain moment, les synergies n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ça va être compliqué de remettre ça en place. On voit bien qu'aujourd'hui, Nissan est un peu l'homme malade de l'Alliance. Il faut savoir qu'au premier semestre, je crois que les résultats de Renault, le résultat net était de 1 milliard. Au premier semestre 2019, il était de 2 milliards en 2018. Et l'essentiel de cette différence, c'est la perte de contribution à hauteur de 825 millions de Nissan. On voit bien que ils sont engagés dans un plan de restructuration assez drastique. Ils vont avoir des suppressions d'emplois, 12 500 emplois dans le monde. Donc ça va être compliqué. Ce qu'on peut dire aussi, David, c'est qu'on en parle moins, mais en 2015, après la loi Florange, il y avait eu une tentative de conciliation avec les Japonais qui avait quand même été particulièrement échaudée. Et Renault, il y avait une renégociation du RAMA, vous savez, c'est le Restated Alliance Master Agreement, c'est l'accord en fait qui régit les relations entre Nissan et Renault. Et Renault s'était engagé à ne pas à minorer cette voix de vote à 18% sur les décisions non stratégiques et à ne pas s'opposer au conseil d'administration de Nissan en assemblée générale. Dit comme ça, avec Carlos Ghosn à la tête, on peut penser qu'il avait quand même le poids pour faire passer ces décisions. Aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, Renault a des pouvoirs d'action assez faibles sur son allié japonais. Et donc, il va falloir aussi composer avec ça. Ce qui s'est passé, c'est que la fusion avec Fiat Chrysler a été loupée. Là aussi, Carlos Ghosn a fait des gorges chaudes en expliquant mais comment on a pu manquer cette fusion immanquable ? Donc ça laisse du temps, il n'y a plus de fusion à l'ordre du jour, on a un peu, on a un peu délaissé ce côté fusion, rapprochement, évolution capitalistique. On va essayer de redégager des marges de manœuvre, de faire repartir les économies et les progressions. Donc l'Alliance ne va pas s'effondrer pour répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'elle va être aussi finalement limitée dans ses ambitions et dans ses résultats. Il y a l'Alliance et puis il y a le monde qui bouge, il y a PSA qui se rapproche de Fiat Chrysler aussi. Exactement, dans le même ordre d'idée, effectivement, on voit bien que d'autres groupes sont en train, PSA a finalisé quand même dans un temps record, il faut le dire, cette opération. Il y a encore beaucoup de questions de gouvernance qui se posent chez Renault. On a viré Thierry Bolloré, on a viré Hiroto Saikawa. Faut quand même rappeler aussi que même si on dit tout va bien, il y a aussi le triumvirat qui avait été remis à la tête de Nissan s'est dissocié, puisque Jun Seki, qui avait été aussi nommé, a démissionné très peu de temps après. Donc on se dit que chez Nissan, quand même, ça ne doit pas être très simple et qu'il va falloir du temps là aussi pour se remettre en ordre de marche. Voilà, boursièrement, donc ça va rester assez compliqué pour Renault et il n'y a pas de raison à court terme que ça change. Non, et c'est un peu cette affaire Ghosn, on n'a pas fini d'en entendre parler. On voit bien qu'il y a des traces qui ont été laissées, et puis il y a aussi tout ce qui va se poursuivre. Il y a encore des poursuites en France à l'encontre de Carlos Ghosn. Il a dit qu'il n'avait pas démissionné de Renault, mais qu'il avait été écarté, que sa démission était une forfaiture et qu'il allait défendre ses droits. Donc on pourrait très bien l'imaginer, même si on se demande comment il va faire en étant poursuivi, enfin bref, on va entendre parler de lui. On ne juge pas par contumace au Japon, donc il ne sera jamais jugé au Japon. Il n'aura sans doute jamais l'occasion d'apporter les preuves de son innocence. Par contre,
On sait que Greg Kelly, à chaque fois, Ouais, je son dis bras Jim droit. Kelly, mais Greg Kelly, son Ouais. bras droit, lui, est toujours au Japon. Voyant ce qui est arrivé à Carlos Ghosn, peut-être que jusqu'à présent, il est resté assez dans le rang, il pourrait être un peu plus bavard. On pourrait continuer à en apprendre, peut-être de nouvelles révélations sur, encore une fois, les dessous d'une collaboration qui est déjà potentiellement compliquée. Et c'est compliqué aussi pour l'État français, parce qu'il a aussi un passeport français, parce que potentiellement, on était sorti du bois en disant que s'il reviendrait en France, on ne l'extraderait pas. Ambiance. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Et juste si on termine sur un petit point bourse, vraiment bourse. Aujourd'hui, sur les analystes, il y a 6 analyses positives sur Renault, 13 à conserver et 2 à vendre. Sur Peugeot, ils sont 10 positifs, 3 à conserver. Ça se mouille pas trop, hein. Bah, il y a quand même voilà, un vrai plus pour les autres constructeurs. Je pense que ça va rester compliqué boursièrement pour Renault. On en reparlera. Merci en tout cas, merci pour ce Merci point. David. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.